Bonjour à tous. Donc bienvenue à cette table ronde sur l'Edge AI. Donc je vous rassure, par rapport à ce qui a été mis sur l'écran, on est bien sur l'Edge AI, il y a embarqué, vous êtes au bon endroit. Donc merci d'être parmi nous. Donc je suis Sébastien Montuscla, BPI France, à la direction d'expertise innovation. Je m'occupe des sujets électroniques, semi-conducteurs et cybersécurité. Et donc je vais vous accompagner sur cette table ronde. Donc table ronde sur l'Edge IA. Bon, si on prend un petit peu de recul, l'IA, tout le monde connaît. À peu près, grosso modo, donc c'est 50 milliards de business sur 2021. Le cloud, une autre notion, c'est pareil, 350 milliards de business en 2021. Et par contre, du coup, l'IA, on va dire dans l'Edge, donc l'Edge, c'est ni plus ni moins que des traitements décentralisés. Donc on descend du cloud et puis on se rapproche de la donnée capteur. Donc on verra qu'il y a différents niveaux et définitions de l'Edge au travers de cette table ronde. Voilà. Et donc là, c'est un enjeu parce que ça, c'est vraiment un business qui démarre. C'est un nouveau terrain de jeu pour vous en tant qu'entrepreneur et un nouveau terrain de jeu sur toutes ces notions d'IA embarquées parce que ça va devenir vraiment très prégnant. Ordre de grandeur du business 2025, 300 milliards. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire et on va justement un petit peu dérouler tout ça au travers de deux parties dans la table ronde. Il y aura une partie, on va dire, beaucoup plus contexte, topo, et puis une partie beaucoup plus orientée à accompagnement. Donc pourquoi c'est important l'IA embarqué ? On vous force entre guillemets, et puis vos concurrents, l'écosystème, tout vous force entre guillemets à digitaliser vos process, digitaliser vos produits, à être beaucoup plus dans cette ère numérique. Donc il y a de plus en plus de données, de plus en plus de systèmes embarqués. Et donc du coup, voilà, il y a cette IA qui va aller là-dedans. Et donc du coup, c'est bien l'objet de cette table ronde, de vous donner des clés au travers de 5 regards d'experts, d'utilisateurs, d'accompagnants sur ces sujets. Donc on va démarrer avec un petit tour de table rapide. Donc je suis Marc Duranton, donc du CEA. Merci. Stéphane Henry, vous m'entendez ? Parfait. Stéphane Henry, je suis en charge de la R&D pour le groupe Lacroix. Thierry Beauchamp, je suis en charge de la stratégie IA pour le groupe des microcontrôleurs et digital chez ST Microelectronics. Bonjour à tous, donc Émilie Calabre, je suis responsable scientifique chez Mirsense. Bonjour, Philippe Marcel, directeur technique chez Captronic. Merci. On va commencer par toi, Philippe, parce que tu as accepté de co-animer cette table ronde avec moi. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter déjà brièvement Captronic ? Oui, alors Captronic, c'est une association loi 1901 qui a presque 30 ans, dont l'objet, c'est d'accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, pour intégrer des systèmes électroniques, des systèmes embarqués dans leurs produits ou leurs process. Ok, merci. Et du coup, dans ce que tu vois entre guillemets au quotidien au travers des PME, des startups, ça c'est votre style, mais aussi vous accompagnez des fois des entreprises un peu plus grandes. Quelle est la maturité de ces entreprises sur ces sujets d'IA embarqués ? Alors déjà, au niveau de l'IA embarqué, on peut nous distinguer plusieurs choses. Des secteurs d'activité, donc on couvre tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé, les process industriels, l'environnement, tout ce qui est énergie aussi. Après, les besoins sont souvent exprimés à travers d'une techno, et là, on revient, nous, plutôt à l'information, et je pense que c'est ce qu'on fera un petit peu dans la table ronde, c'est de reparler de l'information et de sa structuration de l'information. Et on voit surtout des contraintes, et là aussi on en parlera, des contraintes de process, du temps réel, des problèmes de latence, des problèmes de traitement. Et après, le dernier point, c'est surtout les usages. Le premier usage qu'on peut voir, c'est l'usage pour prendre une décision. Là, on prend souvent l'exemple de la maintenance prédictive, mais pas que, ça pourrait même aller du préventif déjà, ce serait déjà pas mal. Ensuite, il y a l'usage plus opérationnel, c'est l'usage direct sur un process, par exemple, qui est le suivi de défauts, avec des contraintes très très fortes en temps réel, qui peut être aussi la connectivité à une machine qui tourne, qui peut aller jusqu'à 10 mètres secondes. Donc c'est des problèmes qui sont très importants. Et on voit bien que le système débarqué de l'IA classique ne peut pas répondre à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qu'on voit, et la maturité augmente de plus en plus. Donc dans nos adhérents, parce qu'on est une association, on a donc des gens qui font du process. On a aussi des gens qui sont fournisseurs de solutions qu'on vient aider pour créer des capteurs. Voilà, donc nous, on est sur la chaîne complète, du capteur jusqu'à l'information. Et donc il y a toujours une strate qui manque quelque part, que ce soit chez les fabricants ou chez les utilisateurs. Merci Philippe pour ce petit topo.
Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Stéphane, donc vous faites partie du groupe Lacroix. Peut-être déjà un mot sur votre entreprise et puis votre métier. Oui, alors Lacroix, c'est un groupe industriel qui développe des produits et des solutions IoT dans le but de gérer les infrastructures, alors infrastructures d'eau, infrastructures d'électricité, à travers deux activités, activité City et environnement. Et ces compétences en développement de produits IoT, nous les mettons au service de nos clients à travers l'activité électronique. Donc si parmi vous souhaitez avoir des développements de produits, eh bien sachez qu'on est en mesure de pouvoir vous fournir ce service en partant du capteur jusqu'à la solution cloud et en intégrant l'edge, le capteur, les algorithmes qui permettent de faire de l'IA dans les produits. Ok, donc vous êtes un industriel, vous intervenez donc sur des différents secteurs industriels. Donc quels sont parmi vos métiers les plus matures pour aller jusqu'à l'utilisation de ces technologies d'IA embarquées? Alors, dans le domaine de la gestion des infrastructures, je dirais que maintenant c'est assez classique pour les grands comptes d'être en mesure de prendre des décisions basées sur de la donnée, sur l'utilisation de l'IA, principalement pour la partie qui tourne autour de la gestion des clients ou la maintenance de leurs opérations. Par contre, là où le bas blesse encore un petit peu, c'est soit sur les comptes un peu plus petits, ou alors pour les grands comptes, le fait de commencer à utiliser de l'IA proche des capteurs pour vraiment avoir un bon ressenti du fonctionnement du réseau. On peut imaginer que de temps en temps, certains de nos clients sont un peu aveugles vis-à-vis des problématiques de leur infrastructure, de leur réseau d'eau, d'électricité et autres. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment, on parlait de cloud tout à l'heure, l'IA dans le cloud, c'est quelque chose qui est bien acquis maintenant. Par contre, commencer à amener de l'IA dans l'embarqué, c'est encore quelque chose qui est largement à développer. Du coup, justement, vous parlez d'IA, de cloud. Du coup, un petit peu, je ne sais pas si vous avez un cas d'usage, un peu pour que tout le monde puisse comprendre la différence entre IA, Edge et cloud, et si vous avez des business qui ont besoin de tout, finalement. Oui, alors c'est souvent le cas, on a besoin de tout. On ne peut pas tout faire dans le cloud, on ne peut pas tout faire dans l'équipement. Si je prends un cas spécifique, par exemple la gestion de l'eau usée dans une métropole, eh bien on va se retrouver dans le cas où on va mettre des équipements dans les égouts. Alors vous comprenez bien qu'un équipement dans un égout, on ne va pas y aller tous les matins, donc c'est un système qui fonctionne sur pile. On va avoir l'information seulement une fois par jour de son état de fonctionnement, enfin est-ce qu'il y a un problème dans l'égout ou pas. Par contre, lorsqu'on va vouloir prendre des décisions en cas d'orage par exemple, eh bien, on n'aura pas l'information au bon moment puisque l'IA étant débarquée souvent, ou dans le cloud, eh bien, au moment où l'orage arrive, il est probable qu'on n'ait pas l'information pertinente, qu'on ne l'ait que plus tard. Donc en intégrant l'IA proche des capteurs, ça nous permet de remonter l'information du problème plus rapidement et donc à l'opérateur d'infrastructure de pouvoir gérer son réseau de façon plus adaptée. Ok, merci. Parce qu'effectivement, quand on a des technologies de pointe, alors c'est pas du tout péjoratif, mais c'est vrai qu'on s'attend à voir des startups qui vont utiliser ces dernières technologies, et c'est vrai que là vous êtes sur l'industriel et puis le cas d'usage c'est pas forcément le cas le plus glamour entre guillemets, mais on voit que voilà, sur des activités industrielles pas forcément très intuitives, et bien finalement il y a des gens qui ont déjà anticipé et qui sont déjà matures sur l'utilisation de ces sujets-là. Tout à fait, j'ai pris l'exemple des infrastructures d'eau, mais sur les infrastructures d'électricité on a les mêmes problématiques. Il y a quelques temps avec ST Microélectronique, on a testé dans nos usines la possibilité d'utiliser l'IA pour être capable de détecter avant que les pannes n'arrivent les problématiques sur des fours de refusion. Donc c'est maintenant quelque chose qui progressivement passe dans l'industrie de tous les jours. Ok, d'accord, merci. Écoutez, super transition, on passe à Thierry. Thierry, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ST Microelectronics? Alors bon, moi je travaille chez ST Microélectronique. ST Microélectronique, nous sommes un fournisseur de composants, un fabricant de semi-conducteurs. Précision importante, nous sommes un fabricant de semi-conducteurs qu'on appelle IDE, c'est-à-dire que nous sommes intégrés par opposition aux fabless. Ça veut dire que nous avons nos propres fabs. Donc ST dans le monde, c'est 46 000 employés, 10 800 en France. C'est 11 sites de production et 3 sites en France. Les gens ne le savent pas forcément beaucoup.
Et puis c'est également des sites... On essaye de le faire savoir au sein de BPI parce qu'effectivement l'industrialisation ça nous concerne pas mal. Et donc des sites de R&D également, et je suis également en charge je suis directeur du site de R&D de Grenoble. Donc l'Edge AI pour nous c'est vraiment l'objet en fait. C'est important de faire un peu de sémantique en matière d'Edge AI parce que pour certains, si vous posez la question à Atos, ça ne va pas vous donner la même réponse que nous. Donc nous, on est leader en microcontrôleurs et on a axé la stratégie pour amener l'intelligence artificielle sur les microcontrôleurs, c'est-à-dire sur tous les objets. Les objets, c'est aussi bien votre montre, votre pèse-personne, votre réfrigérateur, mais ça peut être dans l'industrie un moteur, un petit robot. C'est vraiment, on va parler peut-être d'Edge AI, ce qui est un nom qu'on utilise parfois, qui dit vraiment on est au plus proche. Et donc c'est de l'intelligence artificielle embarquée. Et pourquoi l'intelligence artificielle embarquée? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va résoudre des problèmes de latence. Il n'est pas toujours évident d'aller chercher et d'attendre le résultat quand on va dans le cloud. On peut aussi ne pas être connecté et donc on a la possibilité de travailler en étant autonome. Et puis la deuxième chose qui est importante, particulièrement pour les industriels, c'est que la data est traitée sur l'objet, c'est-à-dire qu'on va respecter la confidentialité, on va empêcher que cette data puisse sortir. On a parlé de maintenance prédictive. On peut bien concevoir qu'un industriel n'a pas envie que quelque part sur le cloud, on sache que dans sa chaîne de production, il y a une machine qui est à l'arrêt pour une raison X ou Y. Et les données qui vont être nécessaires pour traiter l'intelligence artificielle, ça fait partie de la compétence des industriels et qui n'ont pas envie non plus de la rendre publique. Et puis le dernier élément qui est quand même très important, tout le monde est sensibilisé aujourd'hui aux questions d'environnement. Chez ST, nous sommes tout particulièrement, puisqu'on a annoncé un plan de neutralité carbone à échéance de 2027. Alors, on pense que l'Edge AI va contribuer justement à avoir un impact positif sur l'environnement en évitant de traiter énormément de data qu'on va balancer sur les réseaux. Et quand bien même il faudrait, comme Stéphane l'a fait remarquer, avoir une partie des traitements qui sont faits dans le cloud, on va pouvoir faire un pré-traitement, si on peut dire ça comme ça, et envoyer des métadatas sur le cloud. Et d'une certaine manière, on considérera à garantir la confidentialité, mais on aura un impact positif sur l'environnement. D'accord, effectivement, pléthore de raisons effectivement de s'intéresser à ces technologies. On retient effectivement la dimension climat, qui est effectivement un gros sujet actuellement. Alors, vous dites effectivement, ce sont des technologies de base, donc très diffusantes, très pervasives. Donc là, on a un ensemble effectivement d'entrepreneurs avec différents secteurs d'activité, de la santé à l'industriel, enfin en passant par la retail. Alors selon vous, en tant que fournisseur effectivement et position amont dans la chaîne de valeur, à quel moment il faut que ces industriels, selon les différents secteurs d'activité, commencent à s'intéresser à ces sujets dits embarqués? Eh bien, en fait, la solution que l'on propose, c'est une solution qui est purement software. C'est-à-dire que les industriels peuvent d'ores et déjà utiliser nos solutions, y compris sur des applications existantes, puisqu'on va pouvoir mettre en place une solution et on va recharger le logiciel adapté en lieu et place du logiciel qui tournait jusqu'à présent. Donc on est capable d'améliorer, d'augmenter, comme on dirait chez nous à ST, l'application en faisant tourner un logiciel qui est un logiciel qui intègre de l'intelligence. Ok, merci. On va passer maintenant à Mirsense. Émilie, est-ce que tu peux présenter cette belle entreprise? Alors Mirsense, c'est une start-up lyonnaise labellisée Deep Tech qui est spécialisée sur le traitement et l'analyse de la donnée sur l'exposome. Donc en fait, le traitement et l'analyse et le croisement de la donnée environnementale et de la donnée de santé. Donc tout ça dans une optique de prévention, d'aide à la décision. Et on s'adresse aussi bien à des entreprises, par exemple par rapport à de la RSE, à des villes, des municipalités, et ainsi qu'au domaine médical. Donc la Mirsense, vous êtes typiquement une start-up deep tech, hein. C'est aussi effectivement un terme qu'on entend régulièrement. Vous avez quelque part aussi dans votre ADN le traitement des données, forcément, de ce que vous présentez Mirsense. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quel type de données vous traitez? Comment est-ce que vous utilisez de l'IA et surtout en tant que start-up, effectivement, l'impact sur le modèle économique de Mirsense? Alors chez Mirsense,
nous, on va utiliser des objets connectés donc, qui vont nous retourner de la donnée environnementale qu'on va combiner avec d'autres données environnementales et de la donnée de santé. Donc chez nous, on va traiter de gros volumes de données. Et en fait, la donnée capteur va permettre d'avoir de la donnée pour notre modélisation qu'on fait en bac. Donc l'IA chez nous, comment on la projette? En fait, c'est un compromis parce qu'on ne fait pas que de l'IA embarquée, on va aussi faire de l'IA déportée. Donc pourquoi? À cause de ces gros volumes de données, justement. Et dans notre optique, c'est que nos capteurs, on a beaucoup de capteurs différents. Donc on a des protocoles de déploiement différents et ça, le mieux, c'est de l'adapter et pour avoir un modèle économique viable. Dans notre cas, ça a été de choisir donc, de l'IA déportée puisque nos capteurs sont soit alimentés par des panneaux solaires ou des batteries, vu que certains sont nomades. Donc dans ce cas, l'IA embarquée consommerait trop d'énergie. Donc on s'est plutôt focalisé sur l'IA déportée dans ce cas-là pour économiser nos batteries. Par contre, on va également utiliser de l'IA embarquée, mais cette fois-ci pour tout ce qui va être maintenance prédictive des capteurs. Parce que dans ce cas, les capteurs ne vont utiliser que leurs propres données. Donc pour ça, on va avoir un modèle statique léger. Donc ce modèle va entraîner avec des patterns qu'on va retrouver dans les séries temporelles de capteurs avec des défects. Et donc avec ça, ce modèle va être mis dans les capteurs via de l'IA embarquée. On va pouvoir comparer les données capteurs à ce modèle pour pouvoir faire notre maintenance. Donc chez nous, tout a été affaire de compromis afin d'obtenir la meilleure solution. Oui, la meilleure solution, effectivement, et puis tenir le ROI que vous aviez anticipé dans la thèse, entre guillemets, de la création de Myrsense. Quelque chose pour bien comprendre, donc du coup, vous avez les capteurs, donc il y a de l'IA embarquée, et après, du coup, les données qui sont dans le cloud, c'est pour contextualiser ces données, donc c'est bien comme ça. Exactement, et ces données servent à contextualiser, donc on assimile les données capteurs pour faire de la modélisation, d'où les gros volumes de données. Ok, donc dans votre solution, vous mélangez donc du hardware, forcément avec les capteurs, donc ça c'est pas quelque chose forcément que vous fabriquez, en tout cas vous allez les choisir sur étagère, et votre corps de métier c'est le soft, donc c'est les algos, c'est l'IA. Et comment est-ce que vous gérez cela en interne? Parce qu'il y a des choses où vous maîtrisez le coût, d'autres moins. Et comment est-ce que vous arrivez, entre guillemets, à fitter la bonne solution? Alors, pour nous, la bonne solution, en fait, ce compromis, c'est un choix à trouver et c'est un choix raisonné à faire pour avoir le meilleur retour sur investissement. Par exemple, un cas un peu plus concret, mais nous, un des choix également de faire de l'IA déportée, c'est que quand on a des capteurs qui sont déployés, on n'a pas envie d'aller tous les rappeler s'il y a une mise à jour à faire, parce que ça engendre des coûts. Donc en fait, le but, c'est de répondre. La question à se poser, c'est de répondre aux besoins clients et à ce que peut faire l'entreprise, tout en prenant en compte les possibilités du marché, parce qu'on peut aussi être tributaire de ce qui existe ou non sur le marché. Ok, merci. Donc effectivement, des choix raisonnés et pragmatiques, donc, pour permettre la maîtrise de ces coûts et permettre ce ROI. Passons à un autre regard. Donc, Marc Duranton, est-ce que vous pouvez juste nous présenter le CEA? Oui, donc le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et dedans, donc, il y a une direction qui s'appelle la direction de la recherche technologique, dont la mission est d'aider les entreprises, les PME et les startups à la création de valeur par l'innovation. Donc on est tout à fait dans le cadre de cette table ronde. Et en fait, je suis dans un département qui s'occupe du développement de solutions matérielles et logicielles embarquées. Et on travaille sur des solutions d'IA, mais d'IA sécurisées, de confiance et de basse consommation. Et en fait, cette activité, je dirais, sur l'IA au CEA est dans les gènes, puisque ça a commencé dans les années 80. Donc, comme le CEA a une tradition donc, de sécurité, de fiabilité, etc., donc on développe toutes ces solutions dans ce contexte-là. Donc vous êtes un expert international sur ces sujets, donc effectivement à pointe en termes de l'état de l'art.
Et la question effectivement qu'on peut se poser quand on est sur des sujets effectivement très tech, avec des sujets parfois capitalistiques, du coup c'est la position de l'Union européenne. Voilà, à l'échelle européenne, à l'échelle française aussi. Est-ce que sur ces technologies IA embarquées, on est encore dans la course? Alors on sait que ça vient de démarrer, donc est-ce qu'on est encore dans la course ou est-ce qu'on a déjà du retard? Comment est-ce que vous pouvez un peu recontextualiser ce niveau de connaissance à l'échelle française et à l'échelle européenne, de la compétitivité? On va faire un petit, très bref retour un peu historique. Donc l'IA a eu des hauts et des bas. Et donc le dernier haut date d'environ 2010 par des besoins faits par les grands groupes américains, donc les GAFA, pour être capable de traiter les données des utilisateurs. Donc ça a fait le grand boom. En Europe, je dirais, on n'a pas ce type de moteur. Mais par contre, on a une industrie forte. Et donc les contraintes industrielles, donc très bien dit en fait par Thierry, donc les contraintes de faible latence. Donc quand on contrôle une machine-outil, il ne faut pas avoir un serveur à l'autre bout du monde parce que la latence est limitée par la vitesse de la lumière. Donc ça fait quelques millisecondes rien que pour la vitesse en fait de transmission. Des problèmes aussi de confidentialité en fait des données, aussi bien personnel que d'entreprise. Donc les données d'une machine de fabrication, il faut bien sûr qu'elles n'aillent pas chez le concurrent, etc. Et il y a des problèmes donc aussi de consommation et d'être plus efficace énergétiquement. Donc l'Europe a des actions effectivement sur l'Edge IA ou l'intelligence à la périphérie et pousse beaucoup des actions dans ce sens-là. Alors effectivement, on a des points forts, on a notre écosystème industriel dont on voit ici en fait des représentants. Mais je pense que le point, c'est qu'il ne faut pas qu'on prenne du retard. Donc on voit que les grands Américains, donc les Google, les Amazon, tentent d'entrer en fait dans ce marché-là. Donc Amazon vend un petit dispositif tel que on l'intègre dans n'importe quel système électronique et elle devient compatible avec Alexa. Donc on peut la commander par la voix, etc. Les assistants personnels de Google et d'Amazon commencent à faire de plus en plus de traitements local, donc et n'ont plus besoin d'envoyer en fait les données sur le cloud. Donc le dernier tableau en fait d'Amazon donc un nouveau processeur, l'AZ2, qui fait un traitement vidéo local. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'envoyer vos données d'image, etc. Donc, mon message, oui, on a encore des chances, mais il faut qu'on mette, je dirais, qu'on appuie sur l'accélérateur et surtout qu'on ait une synergie de toutes nos activités pour faire en fait un écosystème industriel qui soit compatible et interopérable entre les différentes solutions. Donc c'est ça qui peut donner une forte valeur ajoutée et en lien avec les utilisateurs européens, donc toute l'industrie européenne. Ok, merci. Donc effectivement, on a l'IA embarqué. Vous êtes effectivement commissariat à l'énergie alternative, comme vous l'avez souligné. Je laisse l'autre mot de côté. Donc on voit qu'effectivement ces sujets, alors on peut entendre le verdissement numérique, on peut entendre l'impact du numérique. Voilà, IA embarqué. Pour vous, est-ce que vous avez quelques ordres de grandeur en termes d'énergie à nous donner? Parce que on parle de traitement, on parle d'envoi, on parle de cloud. Quels sont vos ordres de grandeur? Donc il y a beaucoup en fait de controverses sur les valeurs énergétiques à faire du traitement local ou sur le cloud, mais je vais vous donner un exemple que je connais bien. Donc c'est à l'intérieur d'un dispositif électronique. Entre faire une opération donc sur des données et ramener ces données donc de la mémoire extérieure vers l'unité en fait de calcul, il y a un facteur 800 en énergie, donc presque 3 ordres de grandeur rien qu'entre faire le calcul et déplacer en fait les données sur leur lieu en fait de consommation. D'où on peut penser qu'à plus grande échelle, ce facteur, il sera peut-être un peu diminué par l'efficacité, mais en fait reste quand même
important. Donc c'est important de faire des traitements locaux, d'extraire l'information des données, donc c'est-à-dire de réduire et prendre que ce qui est utile dans les données. Et là, effectivement, bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en local, mais on doit mettre uniquement ces données qui ne peuvent pas être traités localement vers le cloud ou vers des serveurs qui peuvent être fédérés ou délocalisés. Pas forcément avoir le cloud comme on l'entend à l'autre bout du monde, donc AWS ou bien Azure, mais peut-être avoir aussi une fédération en fait de cloud, peut-être même dans l'entreprise, et qui permet aussi de faire un traitement beaucoup plus local. Donc effectivement, oui, l'IA embarquée après se propage plus ou moins loin, effectivement, selon les définitions et selon les besoins de l'entreprise. Un point, effectivement, on l'a pas forcément traité dans cette table ronde. Vous soulignez en fait l'importance de la connectivité. Et sur l'IA embarquée, c'est une technologie de pointe, donc effectivement, il faut décorréler les variables, parce qu'il y en a qui, effectivement, vont très vite sur le sujet. IA embarqué 5G, donc de quoi parle-t-on? En fait, l'IA embarquée aujourd'hui, avec du Wi-Fi, du Wi-Fi 6, du Bluetooth, tout fonctionne en fait. C'est aujourd'hui, il ne faut pas attendre une techno de connectivité. Voilà, ou même des connexions filaires dans l'entreprise qui sont beaucoup plus sécurisées, par exemple. Donc il ne faut pas non plus mettre que du sans fil donc il faut être très pragmatique et en fait utiliser ce qu'on a déjà, l'infrastructure existante, et l'améliorer en fait. Ok, merci pour ce point. Donc là, vous avez vu effectivement, alors très ponctuellement, des regards sur le contexte et puis le démarrage, le déploiement de ces technologies d'IA embarquées. On va passer à une seconde phase de la table ronde, plus orientée accompagnement. Oui, merci Sébastien. Donc on va parler d'accompagnement et puis on va se poser des questions aussi sur les mises en place dans les industries. Je vais commencer par Émilie sur Mirsense. Déjà, la question qui se pose, c'est que intuitivement, à la base, vous étiez orienté données. Pour nous, on pensait au capteur. Et ce capteur-là, du coup, c'était du edge. Donc, est-ce que c'était évident de partir sur l'IA entre embarqué, pas embarqué ou pas? Merci. Alors, nous, à la base de Mirsense, ça n'a pas été une évidence de partir sur de l'IA embarquée. C'est pas du tout la première question qu'on s'est posée. Par contre, de par notre activité de traitement de données, la question de l'IA est très vite arrivée. Donc plutôt l'IA déportée au début. Et donc par rapport à cette IA-là, nous, il y a une autre question qui s'est posée et où la réponse a été facilement trouvée, mais ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, c'est est-ce qu'on internalise ou pas cette compétence? Donc chez Mirsense, de par notre ADN, on l'a internalisé, mais une des questions à se poser, je pense qu'il faut garder à l'esprit, c'est est-ce que par rapport à des travaux d'IA, est-ce qu'on peut garder ça? Est-ce que ça fait partie du cœur d'activité de la stratégie de l'entreprise? Chez Mirsense, la réponse a été oui, donc on est parti sur de l'IA et on a ensuite enchaîné avec de l'IA embarquée par rapport à la maintenance prédictive, comme je le disais. Mais une autre entreprise, comme par exemple une papeterie qui aurait besoin d'un processus d'IA, la question de l'internalisation ou de l'externalisation doit se poser. Donc par rapport au ROI, à la propriété intellectuelle également, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça doit vraiment être une des grandes questions. Du coup, je rebondis aussi sur ta réponse parce que on a des technos qui avancent très très vite. On le voit avec des fournisseurs de silicium, on le voit avec d'autres fournisseurs. Comment vous gérez cette avance technologique au quotidien? Parce que même si vous avez intégré chez vous des compétences, il va falloir gérer ça au fur et à mesure. Comment est-ce que vous le faites en interne toute seule ou est-ce que vous êtes près de structures existantes? Alors oui, dès le début, une des premières choses qu'on a faites, c'est s'entourer de sachants, donc de personnes vraiment compétentes dans le domaine. Donc ça peut être aussi bien des grandes écoles, des laboratoires de renom ou des pôles de compétitivité tech. Donc nous, ça a vraiment été notre stratégie et je pense que c'est quelque chose qui est à faire. Donc trouver les bonnes compétences en sachant qu'il y en a beaucoup. Et ensuite, nous, on a fini par engager une thèse CIFRE en co-tutelle internationale avec 2 laboratoires justement sur ces questions d'IA dans le sujet la prédiction de trajectoire de santé par rapport à des profils exposomiques. Je vais rebondir un petit peu sur la remarque de Marc tout à l'heure. On parle beaucoup de remontée d'informations, on ferait du traitement dans les serveurs, etc.
Est-ce que, Émilie, vous pourriez nous donner un exemple pas de traiter pour traiter et de prendre en compte le vrai besoin réel du client? Alors oui, c'est un problème qu'on a eu aussi au début, c'est qu'on a traité de la donnée pour traiter de la donnée. Donc je vais vous donner un exemple concret qui est pas si vieux que ça. Donc on a été mandaté par une ville pour faire une analyse du passage de 4 voies voitures à 2 voies voitures et de l'impact environnemental. Donc pour ça, des capteurs ont été posés. Pendant 5 mois, ils ont remonté de l'information. Nous, on a croisé ça également avec d'autres données, des données météo, de congestion. On a fait de la modélisation. Et donc, à cette ville, on leur a rendu un rapport de 75 pages avec une analyse ultra détaillée de toute la situation, de qu'est-ce qui s'était passé du passage de 4 voies à 2 voies. Or, en fait, cette ville voulait juste une réponse sur l'impact sanitaire et nous a redemandé après de vulgariser en un rapport de 1 à 2 pages. Donc bon, il y a toujours ce rapport qui existe, mais c'est vrai que le rapport d'1 à 2 pages était pas mal et donc on a perdu pas mal de temps et donc techniquement d'argent sur ce cas. Je rebondis parce que ça c'est vraiment le point fondamental en fait, un des points fondamentaux de la table ronde et c'est génial. Enfin c'est génial. Pour nous c'est génial, pour vous pas du tout, parce qu'en fait c'est juste un manque de ROI, et encore si c'est un manque de ROI, si c'est pas une perte, encore c'est déjà pas mal, mais c'est effectivement tout bien compensé, tout bien calculé pour effectivement tout modéliser entre guillemets pour in fine sauvegarder ce ROI, qu'on soit une start-up, c'est vital, mais également quand on est dans une PME. Et puis le point connexe qui va avec, c'est qu'il faut écouter le client. Le client, il a un besoin en général, c'est une information. Et tous les techniques ont tendance à aller vers la complexité, à rendre des choses comme ça. Donc nous, notre travail au quotidien, c'est vraiment d'accompagner pour revenir à l'information et aux besoins. Et du coup, ça me fait la transition vers Stéphane. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre ou comment on peut accompagner les entreprises quand elles veulent utiliser ces technologies? Comment vous y prenez? Alors, dans notre cas, que ce soit pour nos besoins internes, mais aussi pour les besoins de nos clients, avant de commencer à discuter technologie, on discute quel problème on cherche à résoudre. Quelle est la problématique qui va faire qu'une technologie comme l'IA, dans l'Edge, dans le cloud, va être intéressante? C'est fondamental de commencer par répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai comme problème et surtout, quelle valeur je vais pouvoir donner à mon client en intégrant cette nouvelle fonctionnalité qui répond à la problématique du client. Donc ça, c'est vraiment la première étape fondamentale. La deuxième étape, c'est avant de se lancer dans un produit, éventuellement avec des développements coûteux, c'est intéressant de mettre en place des preuves de concept techniques, mais aussi des preuves de valeur commerciale. C'est être capable d'aller avec son client, une fois qu'on a cette problématique, commencer à mettre une maquette qui va nous permettre de récupérer de la donnée, d'analyser la donnée, de voir si finalement cette donnée est pertinente par rapport au sujet qu'on veut traiter. Et puis si elle est pertinente, de commencer à réfléchir aux produits techniques qu'on va vouloir vendre. Et comme on est rendu, on s'est mis dans un mode de MVP, comme on est rendu à discuter avec le client, ça nous permet à l'étape d'après d'aller discuter de quelle valeur il va percevoir et donc du coup à quel prix on va pouvoir vendre cette technologie. Et si là il y a adéquation entre la technologie, le prix de la technologie et la valeur pour le client, là on développe un produit. Donc je dirais que c'est vraiment fondamental de garder ces différentes étapes parce que si on ne prend pas ces différentes étapes, on peut développer un produit et peut-être, alors c'est un petit peu différent, mais ce n'était pas le cas d'un produit, mais sortir un rapport de 60 pages en se rendant compte que ce n'est pas ce que voulait le client, eh bien on peut l'éviter. Là, c'est un rapport. Vous imaginez un produit où on dépense plusieurs millions d'euros et à la fin, il ne répond pas aux problèmes techniques qu'on cherche à résoudre et il est invendable. Bon, on a perdu beaucoup d'argent. Donc, vraiment, cette étape de preuve de concept, elle est importante. Et une fois qu'on a fait ça, on fait le produit, on industrialise le produit. Et du coup, ce qu'on a réfléchi avec un certain nombre d'industriels, dont ST, mais aussi Orange et Sierra Wireless, c'est de se dire, fournissons les moyens de faire ces maquettes, de pouvoir mettre en œuvre sur des cas réels de l'industrie, de toutes sortes d'activités, ces maquettes. Et une fois que la maquette est validée, on passe sur la phase produit. Donc on a mis en place ce consortium de Continuum IoT qui nous permet d'avoir cette continuité entre le moment
où on fait la preuve de concept et le moment où on va aller en production. Parce qu'il y a un autre écueil à éviter, c'est le fait qu'on va faire une preuve de concept. De ce point de vue-là, c'est intéressant d'avoir cette preuve de concept pour valider le cas d'usage. Par contre, si derrière, la technologie qu'on a mis en œuvre dans sa maquette ne correspond pas à un cas réel de ce qu'on va pouvoir industrialiser, ben on est obligé de refaire un retour en arrière et on perd beaucoup de temps. On perd de l'argent, du temps. Donc je dirais qu'en gardant ces différentes étapes et en ayant dès le début la réflexion de qu'est-ce que va être le produit final, s'il y a produit final, ben là on optimise le temps entre le moment où on part de la problématique et on arrive au produit fini. On parle souvent de scalabilité, donc comment vous le prenez en compte dans la démarche? Justement, ce que j'exprimais, c'est que on part de la maquette, mais quand on est dans la phase maquette, on a aussi la réflexion sur comment sera le produit quand on va l'industrialiser. Et si on oublie l'objet auquel on veut arriver au moment de la maquette, ben on a un gros risque, c'est que finalement cette scalabilité, on ne la prend pas en compte. On fait un pas en arrière de la maquette pour en faire un produit. Et notre but, c'est quand même de sortir un produit. Et c'est là que la scalabilité, en partant du bon concept de base technique, nous permet d'atteindre l'objectif. Petite juste question complémentaire. Dans des applications comme ça, vous fournissez des produits. Si ces produits-là sont vendus dans un process, comment on intègre cette notion de produit dans le process, dans la démarche? Alors, si le produit, on va l'intégrer dans la démarche de réflexion, dans son process, on va prendre le cas d'usage associé au process et on va regarder dans son ensemble la problématique à laquelle va répondre la maquette qu'on est en train de mettre en œuvre. Et donc, on va intégrer, par exemple, dans le cas, je parlais tout à l'heure d'un four de refusion, l'intérêt qu'on va avoir à avoir le produit dans le process, dans le sens où, si je prends ce four de refusion, notre problématique, ça va être la maintenance, l'arrêt de prod, donc perdre de l'argent, parce qu'on arrête une prod. Et ce process d'arrêt de prod, pour nous, est un vrai souci. Donc, en ayant les moyens techniques de pouvoir anticiper, on parlait de prédictive maintenance, ce développement en amont, ça nous permet par la suite de développer le bon produit pour que le four de refusion, on mette en place le bon process pour le four de refusion qui, pour le produit, va permettre d'avoir une solution pérenne et qui nous permet de gagner sur de la maintenance. Merci. Thierry, on va remonter la chaîne de valeur le plus haut possible. Donc ST, c'est semi-conducteur. Pour des gens qui sont utilisateurs finaux, qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir intégrer ces semi-conducteurs ou en tout cas faciliter le passage d'une techno, j'allais dire plus classique, à la techno IA? Alors en matière d'intelligence artificielle, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait qu'on force un peu notre nature. Quand on fabrique ou qu'on produit un ampli op ou un décodeur numérique, les gens savent l'utiliser, ils l'ont appris à l'école, les ingénieurs qui sortent savent s'en servir. Maintenant, leur dire qu'on va pouvoir mapper un réseau de neurones sur un microcontrôleur, c'est pas forcément évident. Et on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait qu'on fasse un peu plus, en tout cas dans une première phase. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire que tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a deux choses à faire. Il y a une partie démystification, c'est-à-dire que dans l'esprit de tout le monde, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui tourne sur des gros calculateurs, donc c'est forcément cher, donc c'est pas adapté à moi, petite PME, etc. Ça, c'est une première idée reçue qu'il faut qu'on combatte. Et pour pouvoir la combattre, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse de l'évangélisation, c'est-à-dire qu'on soit capable d'amener des exemples, de démontrer des cas concrets. Et donc, on avait besoin de mettre en place quelque chose qui est différent de ce qu'on faisait jusqu'à présent. D'abord, vendre du software, et puis deuxièmement, apprendre à nos clients à se servir de ce software. Donc, c'est une évolution significative pour nous. En termes d'outils, ça se traduit comment chez vous? Alors, en fait, Stéphane l'a bien décrit. Déjà, ce qui est important, toujours dans le cadre de cette fameuse démystification, c'est pas d'arriver en disant « Regardez, je vais vous fournir un objet qui fait plein de choses ».
En fait, on va écouter le client et on va écouter ce qu'il nous dit, c'est-à-dire comprendre quel est son besoin. Quand on aura compris quel est le besoin, on va se rendre compte quelles sont les données qu'il faut qu'on traite. Je vais prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui fait des transformateurs, le technicien qui travaille depuis longtemps sur les transformateurs vous dit, ce transformateur, quand il arrive en fin de vie, il commence à siffler. Commencer à siffler, ça veut dire qu'il y a une fréquence quelque part qui va être intéressante à mesurer. Donc nous, on va partir de ça, on va comprendre avec le technicien qu'est-ce que ça veut dire. Il va nous montrer des cas particuliers. On va se dire, bon, notre donnée d'entrée, ça va être une fréquence. Et puis après, il va falloir qu'on mette en place un certain nombre d'algorithmes. Et il se trouve que nous, dans nos outils, on a bâti une bibliothèque d'algorithmes qui fait qu'à un moment, on délivre un outil qui va permettre à l'utilisateur de savoir quelle data il faut qu'il prenne en entrée, quelle suite d'algorithmes il faut qu'il mette en place. Et l'outil va l'aider à faire ça pour générer en fait la solution qui va se mettre en place. Du coup, dans cette chaîne de valeur, parce que vous avez l'outil, le composant de base, tout le monde n'est pas un développeur dans la salle, donc ils vont s'appuyer sur des partenaires. Comment ça se passe pour garantir la bonne finalité? Alors ça, c'est un point également extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a un frein à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de dire, moi je suis une petite structure, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, j'ai une petite structure, je n'ai pas des data scientists, je n'ai pas des gens qui sont des experts de traitement du signal, donc l'IA m'est fermée. Donc on propose deux choses. La première, c'est d'essayer d'embarquer les data scientists dans notre outil, c'est-à-dire de faire une partie du travail. C'est-à-dire que nos propres data scientists ont fait ce qu'il fallait pour générer ces algorithmes et la façon de les assembler. Et puis, dans un deuxième temps, on va proposer une phase d'accompagnement, c'est-à-dire que quand le client va vouloir démarrer sur notre outil, on va non seulement lui donner une licence d'évaluation, mais avec cette licence d'évaluation, on va lui donner des jours de support. Ça, c'est le premier aspect, qui est un aspect nécessaire dans une phase de décollage. Et puis très vite, le deuxième élément qu'on veut mettre en place, c'est trouver un certain nombre de relais. Ce que fait la Croix est parfaitement éligible à ce type de relais. Trouver des gens qui sont des distributeurs. Et là, on a un programme de formation et de certification. Et c'est-à-dire qu'après, on dira la société A, B, C a 5, 10 ingénieurs FAE qui ont été formés, qui sont certifiés. Et donc, ils ont la capacité de faire ce que je décrivais, qu'on fait avec nos ingénieurs aujourd'hui. Et on va démultiplier ça. Effectivement, ça permet de dérisquer effectivement les projets de vos clients. En revanche, il y a un point, on a vu passer donc des annonces de presse dessus. Donc, au sein d'ST, vous êtes nombreux, vous avez beaucoup effectivement de compétences à l'interne. Par contre, vous faites des acquisitions ciblées. Et notamment l'acquisition de Cartesiam, est-ce qu'elle rentre justement dans cette thématique-là et voilà, juste deux mots sur Cartesiam et pourquoi est-ce que vous l'avez intégré? Alors, Cartesiam, c'est une pépite identifiée par la BPI depuis quelque temps, que nous aussi nous avions identifié, qui était un partenaire. Dans ST, on avait une offre pour mapper des réseaux de neurones, c'est-à-dire faire la partie de ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning se caractérise par le fait qu'il faut avoir un jeu de données, labelliser ces données, puis après développer un réseau de neurones et l'entraîner. Ça ne s'applique pas forcément dans les cas industriels pour les applications de maintenance prédictive, etc. Cartesiam est à l'autre côté du spectre, c'est-à-dire justement, ils ont fait tout ce travail que je décrivais. Ce sont des gens qui sont des experts de traitement du signal, qui sont des experts également en intelligence artificielle. Donc ils ont construit cette bibliothèque d'algorithmes pour faire ce qu'on appelle du machine learning. La différence du machine learning par rapport au deep learning, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de données labellisées, ce qui est souvent un point bloquant pour les industriels. Et qu'au contraire, on a la capacité d'apprendre sur l'objet, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'apprentissage et une phase d'exécution. Et donc, avec l'acquisition de Cartesiam, on a fait plusieurs choses. La première, c'est qu'on a élargi et on a une offre aujourd'hui qui est une offre complète en termes de software, puisqu'on couvre du machine learning jusqu'au deep learning. La deuxième chose, c'est qu'on a avec Cartesiam des gens qui ont l'habitude justement de vendre du logiciel et l'habitude de mettre le pied à l'étrier des clients. Et donc, c'est cette expertise que nous amène Cartesiam qui nous permet de remodeler notre offre et de proposer une solution complète où on va mélanger le machine learning du Nano Edge AI de Cartesiam avec le deep learning de notre solution antérieure qui est complémentaire et dans un outil avec un environnement unique qui permettra à nos clients de ne pas se poser la question de savoir s'ils vont faire du machine learning, du deep learning, d'avoir la capacité d'être guidés de A jusqu'à Z.
Merci. Côté CEA, vous êtes en général sur des contrats ou des travaux assez amont, sur des technos toujours en avance de phase. Si l'intégration de l'IA, comment vous la mettez dans ces contrats-là? Comment vous l'accompagnez? Comment vous rassurez les sociétés? En fait, c'est très similaire à ce que Thierry vient d'expliquer. En fait, on s'est aperçu il y a environ 10 ans qu'effectivement, il fallait bien apprendre à connaître les besoins donc, de notre partenaire et aussi à savoir quelle est la meilleure adéquation aussi bien de l'approche. Donc, on met le mot IA, mais en fait, il y a des algorithmes traditionnels qui peuvent très bien satisfaire, comme l'a très bien dit Thierry. Dans l'IA, il y a l'approche symbolique, enfin, ce qu'on appelait avant donc, les systèmes experts, mais qui sont encore très utilisable pour un certain nombre d'applications et surtout explicables, donc ce qui peut aider dans certains cas. Et effectivement, donc il y a le deep learning et toutes ces variations. Donc on s'est rendu compte très tôt qu'il nous fallait un outil qui permette de nous aider à sélectionner en fait le meilleur environnement et non seulement, donc par exemple pour les réseaux de neurones, la structure du réseau de neurones, mais aussi quels sont les pré-traitements, donc quel est le conditionnement des données qui est le plus efficace et quelle est l'architecture matérielle qui sera la plus adaptée pour les besoins en fait du client. Parce qu'effectivement, dans certains cas, effectivement, on a des contraintes de faible coût, donc là, et peut-être pas de haute performance, donc là, des microcontrôleurs seraient très adaptés. D'autres cas où on a besoin de grosses puissances de calcul, donc là, c'est des systèmes peut-être à base de GPI ou d'autres à faible latence. Donc là, on a développé un outil d'abord en interne qu'on appelait Neural Network Développement et Déploiement, qu'on a mis en open source, donc justement, puisque la communauté nous disait c'est utile aussi pour nous, et qui permet assez facilement de faire ce benchmark des meilleures solutions. Et par exemple, on l'a appliqué avec l'un de nos partenaires dans la sidérurgie, qui avait un problème en fait dans sur les rolling mills, sur les laminoirs, en fait. Il y a des défauts qui apparaissent et effectivement, il faut vite arrêter la chaîne pour les corriger. Alors là, il y a un léger problème, c'est que les images sont gigantesques et ça va extrêmement vite. Donc là, on a fait l'étude. D'abord, on a réussi à leur montrer qu'avec une approche en deep learning, on peut avoir de résultats similaires à ce qu'ils avaient avant. Et même, en plus, être capable de catégoriser le type de défaut, ce qu'ils n'étaient pas capables. Bon, ça, on a fait ça relativement rapidement, en 1 ou 2 semaines. Et après, donc, il fallait trouver la meilleure solution. Alors là, on peut dire, donc, c'est du haut de gamme, donc il faut mettre des GPU. Et on s'est aperçu que les GPU, oui, ils avaient la puissance de calcul, mais leur temps de réponse était trop lente. Donc une solution, c'était d'avoir une approche à base de FPGA qui faisait en fait le traitement. Et notre outil permet de générer du code pour processeurs généralistes, pour GPU, pour FPGA ou pour les architectures spécialisées que l'on développe aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment important de connaître le besoin du client et d'avoir un panorama en fait de techniques pour adapter quelle est la meilleure technique pour satisfaire aux contraintes du client, qui peuvent être de coût, qui peuvent être de latence, qui peuvent être d'encombrement, etc. Et une fois que l'industriel a choisi, comment le rassurer sur la viabilité et la pérennité de ses choix à court, moyen, long terme? Parce que bon, il a déjà investi et... Oui, alors là, c'est effectivement une grande question et c'est lié aussi à la sustainabilité en fait des solutions. Donc le domaine de l'intelligence artificielle évolue très rapidement. Donc effectivement, on peut se dire oui, mais la solution que je vais avoir, elle va être obsolète dans quelques années. Donc là, il n'y a pas de solution miracle, mais nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir beaucoup de modularité. Donc, ce qui n'empêche pas d'avoir des solutions propriétaires, bien sûr, mais d'avoir des interfaces claires et bien documentées. Et ce qui permet, en fait, de remplacer un module par un module plus performant ou de rajouter après d'autres traitements qui améliorent encore les performances du module précédent. Et quand je parle de module, je parle à la fois d'une modularité logicielle que d'une modularité, en fait, matérielle. Donc un peu le message qu'on aurait, c'est éviter de vous enfermer dans un écosystème, si possible, parce que vous êtes lié à cet écosystème, et s'il va dans une direction qui n'est pas forcément celle qui sera la meilleure pour vous, vous aurez du mal à en sortir. Alors, juste avant de passer aux questions-réponses, une dernière question. Vous êtes la vigie des veilles technologiques, de ce qui va sortir dans plusieurs années.
c'est quoi les architectures dans 5-10 ans, la tendance? Alors le premier problème et qu'on traite actuellement, donc c'est diminuer en fait la taille des réseaux et le nombre de calculs demandés. Donc en allant plus pour la sparsité des données, la sparsité en fait des réseaux. Donc les plus gros réseaux, les plus performants, vous avez peut-être entendu parler en fait de GPT-3 pour la reconnaissance du langage qu'ils veulent utiliser maintenant avec AI Codex pour générer en fait du code automatiquement. C'est monstrueux. En fait, nous, si on voulait faire cet apprentissage sur notre ordinateur, donc Terra 1000, qui est parmi les 15 plus puissants au monde, il nous faudrait près de 200 jours. Donc, c'est absolument pas utilisable pour les industriels. Donc, on commence à voir quelles sont les approches pour réduire ces solutions. Et il y a d'autres approches aussi pour diminuer la base de données. Donc, par exemple, les approches dites de self-supervised learning permettent d'avoir des systèmes qui sont performants, mais sans avoir une très très grande base de données, où la base de données est naturelle dans l'ensemble de l'évolution en fait, des processus. On travaille aussi sur des approches dites neuromorphiques, qui utilisent aussi en fait la sparsité et en fait un codage d'informations qui est plus un peu comme le cerveau, donc par des impulsions plutôt que par des octets. Donc ça permet d'être plus efficace. Et l'autre point aussi, c'est de faire des hybridations entre les différentes IA, donc des IA symboliques et des IA plus connexionnistes à base de réseaux de neurones, pour être capable d'avoir une meilleure explicabilité, une meilleure compréhension des résultats faits par les approches. Merci. Thierry, tu voulais faire une petite remarque? Je voulais juste donner un petit complément et rebondir sur ce que vient de dire Marc. En fait, la proposition que l'on a, nous, c'est de fournir ce qu'on appelle une stack IA, c'est-à-dire à la fois la solution software dont je vous ai beaucoup parlé, mais liée à l'utilisation du hardware. Ça commence tout de suite par les optimisations qu'on peut faire pour avoir quelque chose qui va tenir dans moins de mémoire. Mais c'est aussi des programmes que l'on fait en partenariat avec le CEA pour travailler justement sur les anticipations, et pour travailler sur des futures optimisations et faire qu'on va faire évoluer les microcontrôleurs pour justement amener soit des optimisations hardware qui permettront de faciliter l'offre software, etc. Donc c'est un travail continu et permanent d'anticipation. Parfait, merci pour ces compléments. On va passer à la partie questions-réponses. Donc si vous en avez, et en attendant, on va juste mettre une main qui se lève. Peut-être en attendant, juste un point d'alerte, tu voulais donner, Philippe, sur le cœur de métier. Oui, alors dans la démarche, on a beaucoup entendu de parler méthodologie, on la partage complètement à tous ceux qui sont autour de la table ronde. Faites attention, quand vous avez une démarche, ne sous-traitez pas toute cette démarche-là à l'extérieur. Vous avez un cœur de métier, ce métier-là, c'est ce qui va faire la base des informations dont vous avez besoin. Si vous sous-traitez tout à l'extérieur, vous mettez la sous-traitance à l'extérieur, par exemple, vous sous-traitez votre pilotage de process en IA externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez le savoir-faire de votre process, et donc la valeur capitalistique de votre entreprise va baisser. Et ça, c'est fondamental, on insiste là-dessus. Vous devez garder votre cœur de métier. Vous devez maîtriser votre cœur de métier. Merci Philippe. Question? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Moi, je voudrais savoir, en fait, je vois des financements de la BPI, en fait, pour différents projets. Et ensuite, ceux qui sont à même du projet vont acheter du matériel électronique en Asie. Et ensuite, ils vont le revendre en France au prix tarifaire français. Mais ça ne participe pas du tout à la filière électronique en France, puisque moi, quand je vais à un salon international, la filière électronique française, elle n'existe pratiquement pas. Et ça, on se tire une balle dans la tête, dans les pieds, parce que c'est l'argent, l'économie nationale, on va dire. Et d'un autre côté, on détruit notre industrie. Alors justement, on ne participe pas directement, il n'y a pas de connexion, et il n'y a pas d'experts en fait, en sein de la BPI, et je ne comprends pas le mode de fonctionnement de la BPI. Donc, alors, il y a deux questions. Donc effectivement, il y a l'interrogation sur la BPI et le financement effectivement, qu'on apporte.
Donc sur cette partie-là, notamment avec dernièrement le plan de relance, où il y a tout un pan sur l'électronique, donc je vous invite à regarder les différents communiqués de presse. Par contre, il y a un point qui est justement où des personnes peuvent contribuer à répondre, c'est justement sur le sourcing des composants, parce qu'on voit effectivement qu'on a pas mal de sujets aussi en ce moment et que ça peut pénaliser. Et notamment, peut-être Thierry, redire entre guillemets l'implémentation physique de la production d'un acteur comme ST Micro, où là, est-ce que c'est 100% en Asie ou c'est pas 100% en Asie? Dans mon introduction, j'avais pris la précaution d'expliquer que on a 11 sites de production dans le monde, mais on a quand même 3 sites de production en France. Et on a aussi des sites de production en Italie. Donc nous, on est assez équilibré. Je vous ai fait remarquer encore une fois qu'on est ce qu'on appelle un IDE, c'est-à-dire un fabricant de semi-conducteurs intégré. Nous avons nos propres fabs. Donc de ce côté-là, on est impliqué et on est en train d'avoir des investissements assez significatifs pour augmenter nos fabs et construire de nouvelles fabs. Ça, c'est le premier point. Mais je voulais rebondir sur ce que disait monsieur. Quand je parle de stack IA qui tourne software et hardware, ce qui est important de comprendre, c'est que nos logiciels ne peuvent tourner que sur des microcontrôleurs de chez nous. Pour faire ça, bien évidemment, vous allez me dire, on est toujours victime des copycats, etc. Ben, c'est tout l'intérêt d'avoir une offre hardware et software, c'est qu'on va travailler pour rendre des parties du logiciel intégrées en hardware, qui fait qu'elles ne pourront pas être copiées ou qu'elles seront beaucoup moins performantes. Je ne sais pas si ça vous rassure un peu, mais ça va dans le sens de protéger nos intérêts. Et puis on pourra discuter effectivement sur le niveau d'expertise et les personnes au sein de la BPI. Mais comme le temps file, il y a une autre question qui était là. Désolé, le micro est un peu court. Ah, il arrive. J'aurais voulu avoir des cas d'exemple, des cas d'usage de la société lyonnaise qui mélange les données environnementales et de santé. Je ne sais pas si elle en a parlé ou je ne sais pas, je n'ai pas entendu en tout cas. Des cas d'usage par rapport à l'utilisation. Voilà, qu'est-ce que vous faites de ces données de santé? Voilà. Donc, par rapport à l'IA embarqué, notre cas d'usage principal, comme je l'avais dit, c'était la maintenance prédictive. Et un des autres cas, en fait, c'est la thèse. Donc un des gros autres cas. Donc là, c'est un test qui est en co-tutelle avec 2 laboratoires, le LIRIS, qui est basé à Lyon, et IS Global. Donc lui qui est un laboratoire à Barcelone en épidémiologie. Et donc on va utiliser des données d'une cohorte qui a été donc des données de santé, donc de population de mères couple enfants qui ont été pris pendant plus de 14 ans, et on va les combiner dans nos modèles, donc avec des données environnementales. Et là, le but, ça va être de faire, donc cette cohorte, c'est des mères enfants, donc c'est des enfants, ça va être de faire du transfer learning pour appliquer ensuite ces modèles sur des adultes afin en fait, de déterminer des trajectoires de santé par rapport à des facteurs environnementaux. Et donc l'IA qui va être utilisée, c'est de l'explainable AI. Donc parce que le but en santé, on ne peut pas avoir des modèles boîte noire, il faut absolument qu'on comprenne les facteurs environnementaux qui vont intervenir. Et à la fin, en fait, on attend des scores de risque par rapport à des expositions sur des individus en fonction de leur exposition au cours de la vie et comment ça peut impacter leur trajectoire de santé. Tout ça dans l'optique de faire de la prévention. Merci. Est-ce qu'il reste une question ? Sinon, s'il n'y a pas de questions, écoutez, on va pouvoir clôturer cette table ronde. En tout cas, je vous remercie. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est quand même que sur les GI, on est en France, à l'Europe, devant cette nouvelle vague, et on a, entre guillemets, la boîte à outils et puis les bonnes idées, comme à chaque fois, pour faire de la compétitivité, de la croissance. On a des acteurs qui sont présents sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, et ça, c'est un point qui est important. Et comme tout sujet, et puis ça nous est très cher au sein de BPI, c'est le sujet alors on l'a appelé accompagnement, mais ça, en fait, c'est le dialogue, le partage, l'échange. Donc on ne peut que vous recommander de vous poser cette question, entre guillemets, sur votre business. Que vous ayez un petit business, un gros, c'est vraiment se poser à minima cette question, parce que de toute façon les concurrents vont se la poser. Et donc quand vous vous posez cette question, c'est d'aller voir, entre guillemets, une structure d'accompagnement telle que Captronic, mais il y en a d'autres sur le territoire. En tous les cas, n'hésitez pas à échanger avec vos pairs, avec vos collègues, effectivement, industriels, entrepreneurs, parce que comme ça au moins vous aurez
le panel, entre guillemets, des bonnes questions à se poser et vous serez armé. Et puis vous pourrez poser un diagnostic en disant oui, je dois faire le lien embarqué ou non, ce n'est pas pour moi. Mais au moins, comme ça, au moins, vous aurez un point de vue. Et on espère que cette table ronde vous aura guidé et aura répondu à vos premières questions. Merci à tous. Merci aux panélistes et on reste à votre disposition si vous avez des questions en one-to-one.